Bienvenue à toutes. Je pense que mon public sera plutôt féminin dans cette nouvelle édition de ce podcast, le podcast Meuf tu gères, la série Backstage, dans lesquelles on voit un peu les coulisses du parcours d'une femme, de notre invitée. Quand on concrétise une réalisation, eh ben, en général, il y a quand même tout un parcours derrière. Donc là, l'idée, c'est de mettre en avant tout ce qu'on ne voit pas, tout le travail qu'il y a derrière. Alors pas que au niveau du concret, mais aussi au niveau du mental. Et qui est quand même semé de doutes, de questions, de remise en question et de parfois un manque de confiance en soi. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cet épisode. Et pour cette édition, je reçois Lorena Billy, qui est donc la fondatrice de Further. Et c'est quoi Further ? En tout cas, merci pour cette invitation. Itzel, je suis ravie d'être ici avec toi pour justement partager un peu les coulisses de l'entrepreneuriat. Further, c'est quoi ? C'est né il y a plusieurs années en tant que communauté de femmes dans le Web3 en Belgique. Ok. Et aujourd'hui, je suis également consultante en blockchain et en intelligence artificielle. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le Web3 ? Alors, le Web3, c'est comme une troisième génération d'Internet qui utilise la technologie de la blockchain principalement pour décentraliser Internet avec un principe de propriété des données. Et donc ça, c'est vraiment très résumé ce que c'est. Mais si vous voulez, il y a beaucoup de ressources en ligne, voilà. Entre autres sur les réseaux. Oui. Je mettrai tous les liens. Voilà. Super. Ça date de quand, Further ? Further, ça date d'il y a 2 ans et demi. Ok. Ouais. Mais évidemment, avant d'en arriver à être intervenante dans des événements, etc., tu as tout un parcours que tu as fait. Explique-nous, en fait, d'où tu viens. Quel a été justement ton cheminement ? Alors effectivement, Further, il n'est pas venu tout seul. Ouais. Il y a eu plusieurs épisodes sur mon parcours professionnel. Et j'ai, par exemple, étudié la gestion hôtelière. Donc, rien à voir. Rien à voir. J'ai énormément travaillé dans les hôtels, en Belgique et à l'étranger. Ouais. J'ai adoré, j'ai évolué dans différents départements. Et à un moment donné, je me suis demandé est-ce que je m'y plais encore ou pas. Et j'étais plus sûre, en fait, de vouloir continuer dans cette industrie-là. Okay. En étant revenue à Bruxelles pour d'autres raisons. Mais le secteur hôtelier à l'étranger était plus sympa qu'à Bruxelles. C'était différent. Ouais, différent. Et donc à Bruxelles, je m'ennuyais un peu. Ouais. En étant déjà responsable commercial à 27 ans. Ouais. À un moment donné, je me suis demandé, ok, ça va vite, c'est intéressant, mais je me sens déjà plafonnée presque. J'avais envie d'explorer d'autres choses, mais je ne savais pas quoi. Et c'est là où ça bloque, parce qu'on ne sait pas vers où se tourner et vers quoi se tourner. Ouais. Et là, j'ai décidé de partir en sac à dos. Ouais. Sac à dos à l'autre bout du monde. Alors, il y a toutes les injonctions, ne fais pas ça, et ta pension. Bon, t'as 27 ans et on te dit, et ta pension. Oui, bon. Puis, il y avait les autres conseils, c'est maintenant ou jamais. Donc, voilà. Donc je décide de partir. Et quand j'ai pris la décision, j'ai eu le sentiment de faire un saut dans le vide. Ouais. C'est vraiment la sensation que j'ai eue. Comment tu te dis, en fait, il faut que je parte, quoi. En fait, ce qu'il y a, c'est que j'avais déjà fait un stage, j'ai travaillé au Mexique. Ouais. Et donc, j'avais énormément apprécié l'Amérique centrale. Mm-hmm. Et je m'étais dit, ok, un jour, j'aimerais bien y retourner à l'Amérique centrale et du Sud. Et là, il y avait encore cet appel de continuer le voyage, en fait. Okay, et d'explorer encore. Okay. Et n'étant plus sûre de ce que je voulais faire sur Bruxelles, je me suis dit, bon, allez, une petite échappée. Ok, c'est ça. C'est le moment. Oui, d'accord. Mais un voyage qui a été difficile dans le développement personnel. Ah. Parce que pendant ces 6 mois, je n'ai pas arrêté de me poser la question, mais qu'est-ce que je vais devenir ? Et au lieu d'être dans le moment présent, alors c'était magnifique, c'est pas ça, c'est un très beau continent, j'ai adoré, mais il y avait toujours cette petite question qui me disait, mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie ? Mais qu'est-ce que tu vas devenir ? Et ça, c'est assez perturbant, parce que après, à un moment donné, je suis revenue, et j'étais encore plus perdue que quand j'étais partie. Ah ouais. Et donc là, oui, un peu compliqué. Donc tu partais en mode, j'ai envie de changer d'air. Oui. Donc 6 mois. Oui, tout à fait. Tu reviens. Je reviens en Belgique, et là, perdue. Je ne sais plus, est-ce que l'hôtellerie, ça me parlait plus. À ce moment-là, les formations, je regardais à gauche, à droite, qu'est-ce que je pouvais faire pour me réorienter.
pas sûre. Ouais. Du coup, je m'inscris dans des intérims, pour me dire, ok, des petites missions peut-être pour tester en attendant de me remettre sur le marché du travail de manière fixe. Ouais. Et là, j'ai eu l'opportunité d'être engagée par un cabinet d'avocats. Ouais. Et c'était une semaine, puis une autre, puis un mois, puis 6 mois. Et là, je me suis laissée porter par cette opportunité-là. Puis il y a eu Covid. Et puis les choses ont ralenti. Et puis à un moment donné, je me suis demandé, ok, c'est bien, c'est un boulot qui rémunère, qui est stable, qui est fiable, etc. Mais moi, qu'est-ce que j'ai envie de faire en fait? Et où est-ce que je trouve ma valeur? Parce que c'est un job qui est très chouette, un environnement très, très sympathique. Je ne connaissais pas du tout le milieu du droit. Mais voilà, j'avais envie de développer quelque chose qui me tenait à cœur. Je ne savais pas quoi. Ah oui, d'accord. Il y avait une envie d'avoir ton bébé. Oui. Tu avais envie de faire quelque chose, mais tu ne savais pas quoi. Oui. D'accord, ok. Et c'est stressant de ne pas savoir. Oui, on se demande, mais qu'est-ce que j'ai envie de quoi? Qu'est-ce qui est ma passion? Est-ce que je vais trouver quelque chose pour lequel je vais pouvoir en vivre? Mais ça tombe pas du ciel, cette réponse. Non. Donc ça, c'est stressant pour toi. Oui. En gros, quel est ton niveau de confiance en toi à ce moment-là, en fait? Est-ce que tu te dis, bah non, je vais trouver forcément, ou tu commences à te poser la question en train de te dire, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui me correspond, quoi? Oui, c'est plutôt... Non, j'avais pas un niveau de confiance en me dire, oui, je sais, je vais trouver. C'était plus, ok, qu'est-ce que je vais faire? C'était toujours cette même question qui me hantait et qui continuait. Mais par contre, là, j'ai eu un élément externe qui m'a aidé en fait, à trouver la voie sans que je m'en rende compte. Ok. Et ça, c'était assez intéressant. Ouais. Parce que j'ai été appelée par le journal L'Écho pour participer à un entretien lors du rallye boursier. Puis donc, j'ai participé à ça. Et puis, avec les discussions avec le journaliste sur la bourse traditionnelle et puis sur les crypto-monnaies. Ouais. Là, on discutait et puis il m'a envoyé vers une communauté et d'autres événements. Là, j'ai découvert d'autres personnes. Puis là, un enthousiasme est né. Et puis en fait, ça s'est mis en place petit à petit. Ouais. Et c'est là où j'ai ressenti l'élan de me dire, ok, j'ai envie de me lancer là-dedans. Et je sais que c'est juste. T'intéressait, oui, quoi. Oui. Mais c'était assez surprenant que ça vienne spontanément à moi, en fait. Sans l'avoir. Parce que toute la quête était sur je veux savoir maintenant. Je veux savoir maintenant depuis le voyage à j'ai besoin de la réponse. Cet élément-là était un élément qui m'a amené à être où je suis aujourd'hui en fait. Ouais. Ça m'a ouvert les portes petit à petit. Ouais. Mais sans le savoir, le jour de l'appel, et j'ai accepté la mission, etc. Mais je ne savais pas que ça allait m'amener vers où j'en suis aujourd'hui. C'est ça. Ouais. Ok. Donc là, tu découvres quelque chose qui en gros t'enthousiasme. Oui. Et ensuite, donc là, tu te dis, en fait, là, j'ai trouvé quelque chose. Là, il y a une pépite. Honnêtement, sincèrement, je l'ai senti au niveau énergétique que j'étais dans le momentum de ce que j'avais envie de faire en fait. Je me souviens exactement, j'étais assise sur la terrasse d'une amie et je parlais des différents projets que je voulais mettre en place concernant la blockchain, les femmes et autres. Et je sentais qu'il y avait une traction, une attraction à l'intérieur et à l'extérieur par rapport à ça. Et je me suis dit, mais c'est ça en fait, je sentais l'énergie qui me portait, l'enthousiasme qui me portait dans ce projet. Je ne savais toujours pas aujourd'hui à quoi ça ressemblerait, et j'en suis très contente, mais à ce moment-là, j'ai senti que l'élan était là en fait. Qu'est-ce que ça fait? En fait, c'est un sentiment de s'accomplir. Donc, c'est un sentiment de pouvoir s'accomplir à travers le développement d'activités que je crée. Et de pouvoir être créative, de pouvoir être sur le terrain, de pouvoir prendre une place, certes, mais d'en être à la tête et de pouvoir le faire comme bon te souhaite et de pouvoir gérer ce projet vraiment à gauche, à droite, le tirer. Et aussi, ce qui est super intéressant, c'est qu'au fur et à mesure que tu développes tes activités à gauche, à droite, tu as des opportunités qui apparaissent et tu as des portes qui s'ouvrent. Et là, tu crées, en fait, tu sens que tu es sur une voie où tu crées des opportunités par ton activité. Oui, c'est ça. Et ça, c'est super. Ça apporte beaucoup de confiance en soi et de valeur.
Parce que tu dis, ah oui, là j'ai une place, elle est vue, elle est reconnue, on a envie de collaborer, on a envie de faire quelque chose ensemble, on a envie de contribuer. J'ai créé un comité de conseil, et quand j'ai demandé aux différentes personnes si elles voulaient m'accompagner dans le développement des activités, c'était un oui, un grand oui. Et c'est chouette de voir ça, c'est vraiment chouette d'avoir ce retour positif. Le fait de... En fait, le fait de se mettre en action va te mettre en contact avec des gens, et c'est en fait par ce biais-là que potentiellement il y a des opportunités qui viennent à toi. C'est aller chercher aussi les opportunités, le fait de se montrer sur les réseaux, bah, ça veut dire qu'en fait on a plus d'yeux sur nous, et donc forcément les gens vont potentiellement penser à nous, quoi. Par exemple, je t'ai vu parler de ce projet-là, je te dis, mais tiens, moi j'organise un podcast. Voilà, mais parce que tu es aussi sorti de chez toi, tu t'es dit ok, je vais faire des interventions, des choses comme ça. Donc je trouvais que ça c'était intéressant de le dire, parce que les opportunités viennent à nous parce qu'on se bouge le cul aussi. Oui, tout à fait. Oui, ça c'est sûr. Oui. Il y a une contribution, mais il y a aussi un lâcher prise derrière, parce que si on est trop dans le contrôle de ses activités ou de l'objectif ou autre, je pense que c'est un équilibre à trouver. C'est pas toujours évident, parce qu'on aimerait parfois que les choses aillent comme on le souhaite, mais que d'un autre côté il faut laisser la place aussi aux autres opportunités de se mettre autour, où on comprend pas parfois qu'une opportunité on la refuse pour x, y raison, il y en a une autre cachée derrière. Bien sûr. Et donc ça c'est des choses parfois où on doit peut-être ouvrir nos horizons pour pouvoir aller plus loin. Et ça, et lâcher prise aussi sur le timing. Mon Dieu, là, moi, ça c'est quelque chose tu me l'avais dit, qui était assez compliqué, parce que j'avais envie d'avoir des résultats tout de suite, d'avoir mon branding tout de suite, d'avoir des activités qui tournent, qui soient... Alors attends, peut-être avant d'en arriver là, tu as eu cet instant révélateur comme ça. Et après, comme tu disais juste à l'instant, j'ai commencé à construire. J'ai commencé à construire petit à petit, organiser un événement, puis un autre, rassembler des personnes, aller sur d'autres événements, me faire un réseau dans cet écosystème, parce que c'est, il faut être honnête, un écosystème où j'avais aucun réseau. Je viens de l'hôtellerie, je travaille dans un cabinet d'avocats, et donc dans l'écosystème plutôt technologie émergente, j'avais zéro contact. Donc il fallait aussi que je me fasse un petit peu mon réseau dans ce secteur-là, donc participer à d'autres événements, organiser les miens, développer du contenu. L'un dans l'autre, ça prenait beaucoup de temps. Mais ce qu'il y a, c'est que chaque fois que je me concentrais sur quelque chose, je me disais, ok, c'est une pierre à l'édifice. Et donc, même si la vision, elle est grande, parfois c'est décourageant, parce qu'on se dit, oui, j'ai déjà envie d'être là-bas. Et ça, c'est pas évident, parce qu'au niveau du temps, il faut du temps. Pour construire, Rome ne s'est pas fait en 2 jours. Et pour construire quelque chose de grand, il faut du temps, il faut pouvoir pivoter, se remettre en question. Donc oui, mais parfois quand on construit en tant qu'entrepreneuse, on a envie que ce qu'on construit ait un grand impact tout de suite, ou on a envie que ça boom assez vite. C'est aussi la société aujourd'hui, tout doit aller vite. Donc on a envie de résultats assez rapidement. Mais en ce qui me concerne, après, mais il y a... Pourquoi est-ce qu'on a envie de résultats rapidement? C'est parce que tout ça, moi je me rends compte que ça coûte énormément d'énergie en fait. Et donc, quand tu investis de l'énergie et que tu te dis en fait ça prend pas, c'est beaucoup de montagnes russes en fait. Effectivement. Au niveau émotionnel, mais au niveau, comme je disais, énergie et tout. Et ça, je crois que c'est pas forcément. Ça, c'est pas facile à gérer. Surtout aussi pour sa confiance en soi. Parce que si ça prend pas, on se dit est-ce que je fais quelque chose qui est pas juste, ou c'est pas bien ciblé ou autre. Mais comment on gère ça? Parce que c'est pas personnel, c'est aussi le marché peut-être. Et donc le marché soit t'es pas prêt, ou on n'a pas besoin ou autre. Mais si ta volonté est vraiment d'avoir une vision plus large et de contribuer à un projet ou autre, je pense que ta persévérance va te permettre de pivoter et de faire en sorte que, ok, c'est peut-être pas la bonne méthode ou le bon moyen que j'ai utilisé, mais si j'essaye avec autre chose, ça va peut-être avoir un impact un peu plus grand, et puis aller dans cette direction-là, et avoir un retour qui te permet de te dire, ok, là je suis sur le bon chemin. Mais pareil, moi j'ai pas tout de suite eu les bonnes activités ou le bon fonctionnement. Alors, par rapport à ce que tu viens de nous expliquer, donc participer à des événements, déjà c'est plus simple.
Mais organiser des événements, c'est quand même pas hyper facile. Tu disais que tu n'avais pas de réseau. Ouais. Comment tu as trouvé je sais pas si c'est le courage, la force, les ressources pour te dire j'y vais, parce que c'est quand même pas rien hein, de se dire je fais un événement quoi. Après, n'oublie pas, je viens de l'Oreca. Ouais. Et dans l'Oreca, j'ai travaillé en commercial, mais aussi en lien avec les organisatrices d'événements. Ah. Et donc là, j'avais quand même quelques notions. J'avais un réseau aussi Oreca, donc qui m'a permis aussi de pouvoir avoir des lieux, etc. Ah oui. Donc ça, c'est une chose pour la partie logistique. Ouais. Et dans la partie implémentation de l'événement, moi, en fait, ce qui me challenge, c'est ce qui est nouveau, de prendre à bras le corps des projets sans jamais les avoir faits, en fait. Donc, créer un événement, pour moi, c'est quelque chose qui me stimule, ou faire un podcast, ça va me stimuler aussi. Parce que j'adore faire des choses que j'ai jamais faites. Et un saut en parachute, j'ai fait aussi, mais voilà, c'est quelque chose qui me stimule et ça me fait pas peur, en fait. Donc ça, c'est que pour moi, dans ma personnalité, ça me stimule des choses que j'ai jamais faites. Donc c'est marrant, toi tu n'as pas la peur de pas être compétente dans quelque chose de nouveau, tu te dis ah mais non, moi la curiosité peut-être elle te drive plus que Oui. Ok, intéressant. D'accord. Une des dimensions de la personnalité, moi je suis psychologue et il y a 5 dimensions et des sous-dimensions. Une des grosses catégories c'est l'ouverture à la nouveauté. Et donc en l'occurrence c'est un peu ça dont tu me parles. Oui. Ouais, donc toi, tu es assez ouverte à tout ce qui est... Par rapport à tout ce qui est création ou gestion de projet ou autre. Après, où j'ai plus difficile niveau confiance en moi, c'est la gestion d'un projet, le développement d'un business plan, le côté plutôt économique. Ah oui. Là, j'ai pas de notion. J'ai toujours été employée, donc être entrepreneuse et générer des revenus, etc. Ça, c'était pas ma force. Ça, c'était plutôt ma faiblesse. Là où j'avais des doutes. Comment tu as surmonté ça? Parce qu'il faut quand même le faire. Mais par rapport par rapport au développement des activités et la confiance en moi, à un moment donné, je me suis dit, ok, c'est beaucoup de ressources que je développe, mais je me rémunère pas. Et j'ai pas de... parce que c'était gratuit tes événements. Enfin, pas gratuit, au début, oui. Après, j'ai demandé une participation. Mais ça représente pas tout ce que tu fais. Non. Ça ne contribue, ça te rémunère pas en fait. Non. Donc voilà, et je m'étais dit, ok, qu'est-ce que je veux en faire de cette activité? Est-ce que je veux la porter plus loin et où est-ce que j'aimerais générer des revenus? La communauté pour moi c'est important et ça doit rester accessible, donc je voulais pas mettre un membership ou autre dessus. Donc plutôt partir sur de la consultance pour tout ce qui est revenus. Mais alors même dans la consultance, comment on se valorise, comment on met un prix sur ces services. Donc ça, c'était aussi un développement. J'avais émis une intention une année où je dis, ok, cette année, j'ai envie de faire du revenu. Et je dis, cette année-ci, c'est une année où quand on me demande de participer à un événement, de contribuer, je demande quelle est votre enveloppe. Parce qu'avant, j'aurais dit oui, j'aurais même pas demandé. J'aurais été gratuitement. Et maintenant, je me dis, non, cette année-ci, on va changer l'état d'esprit et je vais me valoriser, en fait. Et ça a changé la donne, en fait. Mais c'est un déclic. Mais oui, et ça, c'est une confiance aussi. Parce qu'il y a non seulement le premier déclic de dire, ok, je le vaux, j'ai le droit de le demander. Et deuxième étape, c'est comment on se positionne sur le marché, à quel prix. La deuxième étape de définir sa valeur, c'est aussi quelque chose à développer en fait. La première fois que tu as osé dire ok, combien? Est-ce que ça t'a marqué? Ça t'a... Bon. Non? Ah oui. C'est aussi en fonction des différents contrats ou partenariats. Il y a des budgets, il n'y a pas de budget. C'est une manière aussi d'amener... c'est une manière de négocier. Ce qui m'a aidé, c'est que dans le parcours hôtelier, j'ai été commerciale. Et donc ça, dans les négociations, ça m'aide aujourd'hui en tant qu'entrepreneuse. Mais j'ai dû passer par l'étape où, d'abord, je me sentais pas légitime d'être rémunérée. Et puis de me dire, ok, t'es légitime. Et puis, en fait, c'est une fois que tu sais que t'es légitime, tu peux entrer dans une négociation. Et c'est ce déclic-là qui me manquait, en fait. Qu'est-ce qui faisait que tu te sentais pas légitime?
Alors, il y avait plusieurs facteurs. Je me disais que c'était trop tôt, que j'avais peut-être pas encore assez de notoriété, que j'avais peut-être pas encore assez de connaissances, que j'avais pas encore assez. Donc là, Ouais, je vois, ouais. je me sous-évaluais, on va dire ça comme ça. Et comme il y a beaucoup de gens qui adorent pouvoir inviter des personnes qui ne demandent rien, Ah bah oui. donc là, c'est... Merci de faire ça gratuitement. Non, mais je veux dire, dans le business, si tu y vas gratuitement, c'est... Ouais. Ah oui, non, c'est... Oui, c'est... Planter une balle dans le pied, ça sert à rien. Enfin, Mais à l'inverse, ce qui est aussi intéressant de voir à partir du moment où tu changes ton état d'esprit, c'est de voir qu'il y en a qui ont beaucoup de budget. Ouais. Et là, tu dis, ah, mais en fait, peut-être gentiment ou quoi, tu demandes pas une contribution, Ouais. mais l'argent, il est là, hein. Ouais. Mais c'est ça. C'est... Ouais. En néerlandais, il y a une expression qui dit nee heb je, ja kan je krijgen. Et ça veut dire le non, tu l'as déjà. Ouais. En fait, quand tu ne demandes rien, bah, c'est déjà un non en fait. Ouais. Ouais. Par contre, un oui peut s'obtenir. Donc, Ouais. si tu demandes C'est quelque vrai. chose, potentiellement il te dit non. Il te dit oui, pardon. Mais s'il te dit non, c'est pas grave parce qu'en fait, t'es au même, Oui, t'es au c'est même déjà... point. Oui, Donc ça change oui, rien. Par tout contre, à s'il te fait. dit oui, Ouais. ce sentiment de légitimité, quoi, à un moment donné, tu t'es dit ok, ça suffit. Ou... En fait, à quel moment il y a un switch, tu vois? C'est un moment où je me suis dit, je donne beaucoup Ah oui. de moi dans le développement des activités, dans les ressources, et c'est pas équilibré. J'en retire pas quelque chose financièrement. J'ai retiré d'autres opportunités qui sont super, mais j'avais envie de rééquilibrer ce côté-là et de me dire, ok, si je continue dans cette lancée-là, à un moment donné, il faut stop et se dire, ok, comment je le fais évoluer de manière pérenne. Et c'était dans cet état d'esprit-là de me dire, ok, si soit je le garde à petite échelle, Ouais. ou c'est un hobby, je Ouais, c'est fais du bénévolat, on va dire, pour le bien commun des femmes dans la blockchain, et ça me tient à cœur, et ça, j'ai envie de le garder. Ouais. Mais à côté, tout ça apporte des opportunités, mais comment est-ce que je peux en tirer également quelque chose pour construire quelque chose de plus large. Et donc là, c'était la réflexion de se dire, ok, par rapport aux ressources personnelles que j'y mets, Ouais. et par rapport à ma volonté aussi de vouloir créer quelque chose qui génère des revenus, Ouais. et ben, j'ai essayé de repositionner un petit peu mon envie à travers ce projet, Ouais. et de me dire, ok, comment je souhaite les choses et comment j'aimerais les voir dans le futur. Ça, c'est le pilier communauté, j'ai envie de le garder Ouais. tel qu'il est, mais le pilier consultant, c'est quelque chose que je rajoute. Et je me sentais du coup légitime à ce moment-là de le rajouter. Et de faire de la prospection, et puis d'ouvrir des portes. Je reviens sur ce que tu as dit parce que c'est Aurélie Couvreur, je pense, qui mentionnait ça. Tu dépenses de l'argent pour un hobby. Ouais. Un projet entrepreneurial te rapporte de l'argent. Alors ça peut être la même chose, ça peut être la même thématique, un peu comme ce que tu viens de me dire. Hein. En fait, si ça avait été juste un hobby, bah ok, tu vas mettre des ressources, de l'argent, tout ça. Par contre, si tu veux que ce soit quelque chose, peut-être aussi au niveau de la vision que tu en as, tu veux que ce soit quelque chose de plus grand. En fait, on n'est pas un puits sans fond. Non, tout à fait. Oui, c'est pour ça il fallait trouver l'équilibre et de se dire, je veux bien contribuer et ça m'anime. C'est juste de comment trouver... et potentiellement, il y a ça aussi au final. Ça t'anime, c'est une chose, c'est indéniable. Il y a une reconnaissance aussi à retirer du fait que ça te rapporte de l'argent. Bien sûr. Comme au travail, en fait, tout simplement. Quand on a une promotion, il y a une reconnaissance. On est là, on se dit, ok. Et on crée une valeur. Hein. On crée de la valeur, tout à fait. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités. Il y a plusieurs domaines dans lesquels on peut manquer de confiance en soi. Ça peut se traduire de différentes façons. Donc, on peut ne pas oser être assertif, ne pas poser ses limites. On peut ne pas se rendre compte de ce qu'on vaut. Pas voir ses qualités telles qu'elles sont. On peut... La dernière chose, c'est on a peur de mal faire ou de faire de façon qui ne soit pas parfaite. Il y en a d'autres. Mais ça, en tout cas, dans la discussion qu'on a eue par téléphone, c'est les éléments qui, toi, résonnaient en toi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, pour commencer sur justement l'élément de
te rendre compte de ta valeur? À quel moment ça t'a posé problème et à quel moment ça s'est débloqué? Alors, ce qui est important aussi, c'est quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse, ça a mis en lumière effectivement donc des insécurités ou des doutes que j'avais ou des freins au développement des activités parce que je ne savais pas comment gérer certaines situations. Bien sûr. Et là, je me suis dit, ok, je suis quelqu'un qui aime bien me remettre en question, donc j'ai pris un coaching pro. Ouais. Et là, je me suis fait accompagner pendant plusieurs mois non seulement parce que c'était important pour moi dans le développement personnel de mes activités professionnelles, mais que je sentais que c'était ça qui allait me permettre d'aller plus loin. Et donc j'ai eu cet accompagnement et franchement, investir dans soi, je crois que c'est un des trucs fondamentaux à faire quand on veut déployer des activités, parce que c'est comme une boussole et en fonction du coach ou du pro avec qui on travaille, il y a des outils qu'on peut utiliser dans la suite. Oui. Et donc ça aussi, on peut l'arrêter au moment où on souhaite. Mais moi, ça m'a permis, effectivement, dans les premières étapes de développement d'activité, de pouvoir comprendre, en fait, comment me positionner. Et par exemple aussi, donc, comme tu disais, l'assertivité, c'est quelque chose, je n'arrivais pas à mettre de limites. Je suis quelqu'un d'assez gentil, mais la gentillesse dans le monde des affaires, c'est assez compliqué. Donc il faut pouvoir dire les choses, il faut pouvoir mettre des limites, et il faut pouvoir aussi dire quand on n'est pas content. Et donc ça t'avais du mal? Oui, ça j'avais du mal, oui. J'avais plutôt tendance à m'effacer et dire ok, bon, ça va pas marcher, tant pis, c'est pas grave. Et pas dire écoute, là, le partenariat n'a pas été respecté et je ne suis pas contente et c'est un manque de fiabilité pour moi. Donc, j'osais pas exprimer ça. Et, ou alors, avant même d'en arriver à là, de pouvoir déjà oser mettre un cadre ou oser mettre des conditions à un partenariat, de peur que le partenariat ne se fasse pas ou autre. Ah oui. Donc, là ça, c'est marrant, ça, parce que donc, en tant que commercial, ça fait quand même... Enfin, mais là, c'est pour son propre compte. C'était ça qui était difficile. Ah oui, oui. Parce que ça, c'est vrai que c'est aussi quelque chose que j'entends beaucoup. Vendre le service ou le produit de quelqu'un d'autre auquel on croit, c'est en général pas un souci. Se vendre soi, c'est pas le terme, mais vendre ce qu'on fait, ça génère énormément de doutes. Parce que justement, on se pose la question de la valeur, on se pose la question potentiellement de est-ce que c'est assez bon. Et puis, il y a aussi l'envie d'avancer, l'envie d'évoluer, l'envie de créer des partenariats, quand on a des opportunités, on a envie de les saisir. Oui. Ah oui. Et donc, parfois, on bypasse un peu les conditions, les termes, les choses importantes à mettre en place pour s'assurer du succès de ces collaborations. Qu'est-ce que tu as eu comme mauvaise expérience par rapport à ça? Donc, des situations où, justement, il n'y avait pas forcément de cadre et où ça a été un souci, quoi. C'est souvent dans les partenariats où quand le cadre il est pas forcément défini, la sortie de quelqu'un qui ne remplit pas ses responsabilités est beaucoup plus facile. Et donc, t'embaucher des gens? Non, c'est plus des partenariats, c'est pas embaucher. J'ai pas eu de problème niveau de collaborateurs. C'est plutôt des partenariats. Mais tout ça se passe bien sûr en dehors de la scène, et ça doit rester en dehors de la scène, parfois je trouve. Mais j'ai eu, des problèmes sur un manque de communication, un manque de clarté, un manque de responsabilité, un manque de fiabilité, tout ça. Mais comment, deux êtres humains, avec nos forces et nos faiblesses, on arrive à gérer ce genre de relations d'affaires en dehors de la scène. C'est pas toujours évident parce qu'il y a le côté humain, il y a le côté affaires, donc on doit aussi penser à ses intérêts, mais parfois, en fonction, chacun tire la couverture de son côté, pas évident. Et on m'avait dit dès le début, oui, même pour la moindre collaboration, tu dois faire un petit papier, un petit mail. Je me dis, oui, mais non, pas pour des petits trucs. Pour moi, c'était... on est des un peu naïve ou... Oui, un peu. Tu te dis que tu peux compter sur les gens si ils ont envie de collaborer, s'ils ont envie, ils vont quand même être responsables dans ce qui s'engage. Ouais. Et pour avoir après parlé avec beaucoup d'autres entrepreneuses, c'est pas un cas isolé. Il y a beaucoup de manque de fiabilité et donc d'autant plus important d'être assertif, de pouvoir non seulement le dire avant mais aussi après. Et ça j'ai appris aussi maintenant à le dire après aussi.
écoute, là, sur cette collaboration, là, il y a eu défaut sur ça. Ah oui. Parce qu'il y a avant, mais aussi après. Parce qu'après, je laissais tomber, je disais, tant pis, je verrai plus la personne, c'est pas grave. Mais aussi, oser assumer et le dire. Et aussi dire, écoute, non, ça n'a pas été... Cette assertivité-là, oui, c'est quelque chose qui n'est pas évident, je trouve. Ouais. Mais l'assertivité, je la vois aussi dans mes collaborations, avec mes collaboratrices. Ouais. Et ça, c'est quelque chose que je développe et que j'adore développer dans le people management. Ah oui. Et ça, c'est... mais là, c'est plutôt positif parce que ça se passe bien. Mais c'est quelque chose que je développe. Et ça, c'est... avec mes collaboratrices, je me rends compte que c'est facile. Mais c'est aussi facile parce que je pense que c'est similaire aux collaborations externes. C'est parce qu'il y a un cadre. Et quand il y a un cadre, c'est aussi plus rassurant de pouvoir exprimer. Parce qu'on sait qu'on est dans les règles, qu'on a déjà communiqué le procédé ou les attentes. Et c'est plus facile de s'exprimer dans un cadre, je trouve. Parce que si on se fie seulement aux valeurs qu'on pense que toute la société a, on est vite déçu. D'accord. Ouais. C'était le fait de justement être un peu trop confiante envers les gens, ou c'est le fait de se dire, ben non, j'ose pas poser le cadre? Non, tu sais ce que je veux te dire? C'est parce que je pensais que j'avais besoin des gens. C'est une sous-valorisation, une sous-estimation. Parce que j'osais pas dire les choses, parce que je pensais que j'avais besoin de ce partenariat, que j'avais besoin de cette personne, que j'avais besoin... C'est plus dans cet état d'esprit-là, parce qu'aujourd'hui, j'ose dire, non, en fait, là, ça ne va pas, et j'ai pas peur de perdre, entre guillemets, l'opportunité, ou le partenariat, ou autre. Parce que... et je passe beaucoup plus vite à autre chose. Avant, j'allais me remettre en question pendant des semaines, me dire, zut, ça n'a pas fonctionné à cause de ça, à cause j'aurais dû mieux faire ça, j'aurais dû mieux... Et ça me descendait encore. Je descendais encore dans mon estime. Et donc, là, c'était plus compliqué. Aujourd'hui, je dis non. Et ça m'a permis d'évoluer et de me dire, ok, pour éviter de tomber encore plus bas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça ne se reproduise plus? Je mets un cadre avant, on exprime les attentes chacun, au moins, et je vais vraiment dans le détail parfois, pour être sûr qu'on n'oublie rien, mais l'expérience fait que aussi. Et après, ça permet de poser le cadre et d'être plus à l'aise, et que si jamais il doit y avoir une sortie, que la sortie se fasse, et puis voilà, c'est dit. Mais j'ai gagné un peu en confiance en moi, dans le sens où je développe. Bien sûr, j'adore collaborer, j'adore développer avec d'autres personnes, mais le fait de mettre un cadre, ça m'aide. Et je sais que si ça se passe, le partenariat a lieu ou pas, tant mieux. Si ça se passe pas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Oui, c'est ça. Mais pas avoir la peur de perdre... Au début, c'était peut-être chaque opportunité. Déjà, elles sont moins nombreuses quand on commence, parce que forcément, on rame en fait pour les obtenir. Mais donc, on les valorise en quelque sorte beaucoup plus. Elles nous paraissent plus précieuses, quoi. D'accord. Mais au risque de ne pas être assertif, au risque... Mais donc, tu avais tellement peur de les perdre que tu disais, ok, je vais pas poser de conditions, parce que je suis tellement contente de juste les avoir. Quoi. Voilà, et de me dire, ok, on va co-créer, on va faire... Alors que, en fait, c'est purement technique, et c'est essentiel de mettre des conditions. Il y avait un autre aspect dont on avait parlé, oser être imparfait. Oui, oulala. D'accepter, de pas être dans cette quête absolue de la perfection. C'est le lien que je fais. Tu vas me dire si tu le fais aussi ou pas, ou si ça te parle. Il y a un élément de légitimité aussi. C'est-à-dire que, par exemple, ce que je constate, c'est que on peut avoir tendance à beaucoup se former. Se former, apprendre, acheter des bouquins, se dire faut que j'apprenne plus parce qu'en fait je suis pas encore assez douée ou pas assez experte, etc. Parce qu'on a aussi peur de pas être parfaite, de pas avoir la réponse à tout. Et en fait, il n'y a pas besoin d'avoir réponse à tout en fait. Mais ça peut être stressant parce que quand tu vends des services ou un produit ou autre, t'aimerais bien qu'il soit parfait ou que tu puisses avoir réponse à toutes les questions. Mais ça, moi, ça me stressait également au début, parce que non seulement les connaissances, le jour A et le jour D ou E ou Y, elles évoluent. Donc ça va vite en plus. Oui,
Et c'est pas parce qu'aujourd'hui tu n'as pas su répondre que après, en continuant en te formant, tu vas pas pouvoir répondre plus tard. Après, ce qui m'a aidé moi à gérer ce stress-là, c'est de reconnaître mes limites et de me dire, ok, si quelqu'un me pose une question et je ne sais pas la réponse, et ben je vais être honnête et je vais dire ça je l'ai pas encore étudié ou ça je l'ai pas encore vu, je peux me renseigner, ou alors aussi de recadrer et de dire ok, moi je n'ai pas un background technique, donc je suis dans les technologies émergentes, mais ce qui m'intéresse c'est l'impact sociétal, c'est de voir les cas d'usage, c'est plutôt le front et pas le back, et donc je recadre. Et en fait, ça permet aussi de me sentir alignée et de dire, ok, là, je sais pas répondre à tout, mais c'est normal aussi. Il y a quelqu'un d'autre qui va pouvoir répondre à ce genre de questions. Oui. Mais ça permet de rassurer. Oui. Parce que c'est vrai qu'on peut se mettre une pression de dire, oui, je dois pouvoir répondre à tout, je dois pouvoir être... Et dans les présentations, pareil. On a envie d'avoir le meilleur contenu, ou d'avoir le contenu le plus juste, ou le contenu le mieux s'adapter. Combien de fois j'ai pas passé des temps à refaire mes slides pour qu'elles soient vraiment adaptées, qu'elles soient justes. Et à un moment donné, bah oui, tu donnes ce que tu peux donner au moment T. Et ce que je vois, c'est qu'au fur et à mesure des formations que je donne, je fais évoluer mon contenu, je fais évoluer mes connaissances. Mon discours est de plus en plus fluide, complet. Ouais. Mais au début, c'est vrai, j'ai commencé avec des petites présentations et aujourd'hui, elles s'étoffent. Parce que je continue d'étudier, parce que je continue de participer à des événements et que c'est un sujet qui me passionne. Mais au début, c'est normal. C'est normal. Bah, bien sûr, mais même pas qu'au début, en fait. Non, au début. Non, ça évolue toujours, en fait. Oui. Et après, ce qu'il y a aussi, ce qui n'est pas évident, c'est qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. Oui. Et quand on donne des présentations ou autres, il y aura toujours des feedbacks qui vont dans tous les sens. Et donc, oui, il y en a peut-être quelqu'un qui ne va pas apprécier ou une autre personne qui va dire que c'était génial. Et au début, je trouvais ça perturbant, en fait. Parce que je me disais, c'est pas possible, comment un peut adorer et l'autre s'ennuyer. Et c'est pas évident à gérer, parce que si tu le prends personnellement. Après, j'ai décidé de me dire, ok, ça fait partie du jeu, et chacun a la perception qu'il a aussi du sujet, ou aussi de son historique par rapport au sujet. Et donc, il ne peut ne pas avoir le même ressenti par rapport à une présentation. Oui, non, c'est clair. Mais ça peut venir toucher à l'estime de soi, parce que quelqu'un qui peut être frontal lors des questions-réponses ou autres, ça peut venir chambouler un peu, déstabiliser. Et donc là, ce que j'aime faire, c'est de recadrer, mettre des limites et recadrer, et dire, écoutez, voilà, ça c'est pas dans mon champ de compétences, ou de dire ça je peux vérifier. Oui, c'est ça. Par rapport au feedback, c'était effectivement intéressant. Dans le premier épisode que j'ai fait avec Jana, donc qui est chanteuse, elle a fait elle a fait des scènes, pas mal de scènes. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu la voir et qui lui a dit, Jana, tu souris trop sur scène. Ah, ok. D'accord. Et elle lui a dit, ok, ça ne te plaît pas, j'entends. Voilà. Ouais. Et lui qui lui répond, lui ou elle, parce que je ne sais même pas, qui lui répond oui, parce que par exemple, du tout, tu vois, sur scène, il sourit pas, quoi. Et elle disait, bah ouais, mais moi je suis pas Bono. Ouais. Tu peux prendre ou pas ce que quelqu'un te dit. Bien sûr. Le fait d'aller donner des présentations, de se confronter aussi à des publics et autres, c'est stressant en soi par rapport à ce style. On se met en jeu, donc, et puis on sait jamais qui est dans la salle. On a beau nous dire que ce sont des publics débutants, il y a toujours un expert dedans. Parfois c'est pas évident. Mais ce qui m'aide aussi au niveau de me rassurer avant ce genre de présentation, et pour reprendre un peu de confiance en moi, c'est de faire des affirmations positives. Et donc j'identifie mes craintes ou mes insécurités. Je dis, ok, est-ce que j'ai assez de contenu pour autant d'heures? Est-ce qu'il y a différents petits stress qui peuvent venir avant de présenter quelque chose? C'est en fonction du format, si c'est 4 heures, 3 heures, 2 heures, 1 heure, et du public et de l'endroit, si c'est filmé, pas filmé. Et donc en fonction des craintes, j'identifie. Et je fais l'exercice inverse où je dis, ok, j'ai assez de contenu pour ce temps-là, je suis légitime pour ce contenu, je suis ici. Et le faire, genre la veille ou le matin, eh ben ça aide.
franchement, ça change tout. Ok, ouais. Ça permet en fait d'y aller plus serein. Ouais. Parce que si tu restes avec tes petites peurs à gauche et à droite, bah, la boule, elle va rester pendant toute ta présentation. Et donc là, ça va être moins agréable pour toi, peut-être pour eux s'ils le ressentent ou pas. Ouais. Mais le fait de faire l'exercice inverse et de se rassurer et de se dire des choses positivement, parce que on l'a fait, on a créé son contenu, on a étudié son sujet, on est légitime. Mais il faut juste éliminer ces parasites négatifs. Et ça, il faut, pour moi en tout cas, ce qui m'aide, c'est ce genre d'affirmation. Ouais. Ok. Et ça permet vraiment de changer une énergie en fait. Ouais. Alors, le troisième élément dont j'ai parlé, c'est se rendre compte de sa valeur. Ouais. Ça, t'as eu un peu de mal au début ou pas? J'avais du mal parce que c'était un écosystème nouveau pour moi, donc je ne connaissais pas vraiment ma valeur dans ce secteur-là. Et c'est quelque chose où j'ai investi dans mon éducation pour pouvoir me sentir légitime aussi et aussi pour pouvoir définir quel était l'angle que moi je voulais porter dans cet écosystème. Oui, et donc cette valorisation, elle s'est faite à travers la volonté de savoir comment me positionner et aussi à travers le fait que je me suis jetée, on va dire, la première. Ouais, la première. Et de me dire, ok, fais, et après tu verras. Et de prendre le risque de me jeter, de dire, ok, fais une première présentation, on va voir. Ok, d'accord. Et dans ceci-là, et puis quand j'ai commencé à avoir des retours, en fait, c'est ça qui m'a aidé à me dire, ok, je suis bien dans ce que je fais. Les personnes m'ont dit qu'elles ont compris le contenu, le message et autres. Et c'est ce genre de retours qui m'ont permis de me dire, ok, c'est bon, t'es sur la bonne voie. Parce que autant les retours négatifs peuvent te descendre vraiment très bas, les retours positifs, à l'inverse, peuvent faire remonter ta confiance en toi. Et donc, c'est en te mettant en jeu que tu peux aussi avoir le retour, que ce soit pour... Parce qu'il y a aussi des retours négatifs, mais constructifs. Là ça va. Mais si c'est négatif destructeur, là, c'est plus compliqué. Mais positif, ça aide aussi à se dire, ok, là, c'est bon, j'ai ma place, ça a du sens. Et là, la valeur, elle prend sa place. J'ai une question. Une des choses que j'entends, c'est la peur de... En fait, la peur de se montrer, et la peur de nouveau de ne pas dire les choses comme il faut, faire une erreur. Voilà. J'ai l'impression qu'une des peurs par rapport à ça, c'est de perdre en crédibilité ou bien même de se faire descendre par les haters ou un truc comme ça. Quelle est ton opinion en fait là-dessus? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que ça l'est pas? Je pense que c'est réaliste. En plus, qui plus est, dans une société où on est très dans le paraître, si on peut dire ça comme ça, donc on a les réseaux, donc là on a beaucoup de retours aussi, on a une visibilité accrue en ligne, et non seulement en ligne, mais aussi donc à travers les activités qu'on fait, les présentations et autres. C'est vrai que ça fait jamais plaisir d'avoir des retours négatifs ou des haters. Mais t'en as eu? J'ai eu des personnes... dans des présentations qui étaient moins satisfaites que d'autres, ça oui. Mais après, ce qu'il y a, c'est que... En ligne, pas? Pardon? En ligne? Non, je n'ai pas... Non, j'ai pas eu... Je touche du bois. Non, pas en ligne. Mais ce qu'il y a, c'est que chacun a son point de vue aussi. Il y a des réfractaires parfois, et je veux même pas rentrer dans un débat où je suis pas là pour convaincre. Moi, j'ai envie de sensibiliser, d'éduquer, de partager, de transmettre. Et voilà, donc après j'ai appris à faire la part des choses et à ne pas le prendre personnellement. C'était ça qui... Comment? Parce que je me suis dit que j'allais être confrontée à de plus en plus de personnes et des publics de plus en plus grands, et que si je le prenais personnellement, je n'allais pas pouvoir persévérer. Donc je me suis dit à un moment donné, s'il y en a 2 sur 20, après il y en aura 4 sur 40, et puis il y en aura 10 sur 100. Et donc je me suis dit, bon, si tu commences à prendre personnellement chaque réfractaire, tu risques, si tu es convaincu en fait de ce que tu fais et que tu es
objectif dans ce que tu dis, que tu as fait tes recherches, etc. C'est ton opinion, elle t'appartient. Chacun a le droit d'avoir des opinions différentes. Je ne prétends pas avoir des connaissances techniques alors que je fais des présentations de cas d'usage. Donc, c'est là ma confiance. Mais c'est marrant, donc toi tu l'as rationalisé en disant en fait... Parce qu'en fait, mon objectif est d'aller loin. Ah oui. Du coup, j'ai besoin d'éliminer tout ce qui me parasite en fait. Ah ouais. Pour pouvoir garder mon ancrage. Oh, c'est bon ça. Waouh. Donc je me dis, bon, ça m'aide pas à avancer en fait. Ouais. Donc ça fait partie du... Mais ça t'aide pas à avancer, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne te perturbe pas au point que tu te dises que ça me ralentit ou j'abandonne. Mais non, parce qu'en fait, ma volonté d'aller loin est plus forte. Parce que j'ai eu plein d'obstacles jusqu'à maintenant. Ah ouais. Et quoi comme obstacle parce que qui pouvaient me faire chavirer ou pas que ce soit lors de présentations, de collaborations ou autres, des petits échecs à gauche, à droite. Et à chaque fois, ça m'a mis à mal. Mais ce qu'il y a, c'est que ça me met à mal. Mais après, je me rappelle que ma vision, elle est tellement forte et loin que... je me dis, ok, j'ai pas le temps de perdre en fait, d'être dans le mal. Il faut me relever, hop, et repartir. Mais c'est ça en fait, toi tu ne doutes pas du projet et apparemment tu ne doutes pas tant que ça en fait de toi, au jour d'aujourd'hui. Alors, c'est pas que je doute pas ni du projet ni de moi, c'est que j'en doute, mais l'envie est plus forte que le doute en fait. Et donc l'envie de créer... Mais c'est quoi d'ailleurs? Parce que tu nous as parlé quelques fois là, de ta vision. C'est quoi ta vision en fait? Et moi j'aimerais bien être indépendante totale, complète. Oui. Et actuellement je suis encore part-time employée. Et le but ce serait d'être indépendante complète et de pouvoir vivre de mes activités. D'accord. Donc c'est l'objectif à moyen long terme. Oui. Mais pour toi, me pousse, c'est ça. Personnel. Et malgré les échecs et les erreurs qui m'affectent personnellement, mais ça me tient tellement à cœur d'aller plus loin que je me dis ok. Et c'est un peu comme aussi dans les relations personnelles. Quand j'ai eu des échecs ou autres, ça me prenait beaucoup de temps à me remettre en question, à accuser le coup émotionnellement et autres. Et bon, maintenant j'ai 34 ans et je me suis dit en fait j'ai passé beaucoup de temps à me morfondre et je me dis ce temps-là je pourrais en faire autre chose. Et donc aujourd'hui quand j'ai des obstacles, que ce soit pro ou privé, j'essaye de passer à autre chose plus vite pour pouvoir me dire ok, j'ai un obstacle là, ça n'a pas été, bon, c'est pas grave, je dois pas me remettre en question pendant un an en fait. Et c'est quelque chose qui est tant sensible et qui aime le développement personnel. Parfois je me remets en question beaucoup trop pour ce que c'est, pour le type et alors qu'il faudrait analyser objectivement où j'aurais pu faire mieux et éviter de faire ça la prochaine fois. On a beaucoup de soucis avec les camarades. Donc, mais c'est pas grave, on essaie de retomber sur nos pattes. Mais là, tu me disais un truc intéressant. Oui, parce que tu m'as posé la question au tout début, est-ce que je ne savais pas qu'un jour les choses allaient se mettre en place ou que je savais où j'allais trouver mon chemin par moi-même et que j'avais cette confiance en moi, en la vie. Je dis non, j'étais perdue, j'ai fait ce voyage en Amérique latine, je suis revenue, j'étais perdue. Et aujourd'hui, étant impliquée dans le développement de mes activités, je sens que je sais que les choses vont se faire et je sens que à travers ce que je déploie comme ressources et comme activité, je sens que la voie elle est là et que et maintenant je le ressens, mais avant je le ressentais pas. Et donc je construis, mais je construis avec une certaine confiance aussi et les opportunités qui se créent. Et donc là ça fait plaisir parce que là ça donne l'envie de continuer. Même s'il y a des difficultés, alors on se relève et on se dit bah oui, parce que je sais que en fait je vais vers quelque chose et déjà en le vivant au quotidien, dans le présent, c'est déjà ce que j'ai envie. Donc en fait, je suis déjà en train de créer ce que j'ai envie. Je sais pas si l'analogie est bonne, mais quand on apprend à conduire, bon bah évidemment au tout début on ne sait pas comment ça marche, le pied de vitesse, on ne sait pas comment gérer les pédales, les clignotants, tous les boutons, mais on peut se dire, mais est-ce que j'arriverai un jour à rouler sur l'autoroute, par exemple. Moi, je sais qu'il y a des personnes autour de moi qui ont très peur de rouler sur l'autoroute, de rouler de la nuit, par exemple. Devenir indépendante, complémentaire. C'était pas difficile, mais c'était l'étape de
administrativement aussi, de se prendre un numéro de TVA, etc. Et je dis, ok, ça c'était un frein pour moi. Ouais. Et quand je l'ai passé, j'ai l'impression de passer une barrière et derrière tout était normal. Ah, ouais. Et qu'en fait, cette barrière-là, elle est purement administrative. Ouais, mais elle est peut-être un peu symbolique aussi. Oui, hein. aussi, oui. Mais une fois comme tu dis, une fois qu'on a le permis, on se déclare indépendant auprès de l'État, on a le permis, ok, on apprend à gérer ce nouveau statut, Ouais. et on n'a pas toutes les clés tout de suite, et c'est ok, mais c'est vrai que c'est toute une période où tu investis en toi-même, et dans de la fiscalité, des experts comptables ou autres, pour pouvoir t'assurer que tu développes correctement ton activité. Tu peux mettre de l'argent dans ta poche, ouais. Oui, donc ça, et après, effectivement, et après l'autoroute, ça c'est encore le cheminement vers l'accomplissement de ta vision et de pouvoir rouler. Et il y a quelque chose qui m'avait marqué dans le développement de mes activités aussi, justement ça m'est revenu, c'est que c'est pas seulement les questions que tu as mentionnées, mais aussi est-ce que je suis prête à aller sur l'autoroute et je suis prête à recevoir aussi tout ce que ça va m'apporter, parce que c'est aussi parfois on est aussi freiné par l'ampleur que ça pourrait prendre, ou ne pas se sentir soit légitime ou prête, et de se dire ok, c'est quelque chose que je souhaite, mais je le freine parce que, et du coup oui, je reste en première ou en deuxième. Tu te dis oui, mais l'autoroute j'y arrive pas. Oui, mais t'es resté en deuxième. Ouais. Et donc parfois il faut aussi se dire ok, pour aller plus loin, qu'est-ce que je suis prête à faire, et est-ce que je suis prête à le vivre aussi. Dans le développement personnel, il y a aussi quelque chose à prendre conscience pour pouvoir développer ces activités si on le souhaite. De se dire ok, est-ce que je suis prête à passer une vitesse en plus, est-ce que je suis prête à le vivre, est-ce que j'en ai vraiment envie, peut-être parfois oui, parfois non. Oui, c'est clair, bien sûr. Souvent quand tu parles à des porteuses de projets ou quoi, ou même des personnes qui ont juste une idée, souvent elles te disent qu'elles ont énormément d'ambition. Et donc elles veulent, tu vois, elles veulent créer un centre. Elles se disent ouais, mais le truc c'est c'est tellement grand, peut-être ce que je vise. Et on veut atteindre la 5e vitesse, mais on veut passer du point mort à 5. On va aller en automatique. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'automatique sur l'entrepreneuriat ou sur des projets comme ça. Donc il faut accepter. D'abord, tu mets la première, on rame quand même parce qu'il faut. C'est l'amorce. Oui. C'est l'amorce. Et ensuite, une fois que tu as passé la première, ok, la deuxième. Et c'est au fur et à mesure qu'à terme, éventuellement, tu peux dire, ok, là, je suis en 5e et là, ça roule, quoi. Mais ce qu'il y a aussi, parfois, on peut avoir la grande vision, mais on ne se rend pas compte de toutes les opportunités qui peuvent arriver sur le chemin pour arriver à cette grande vision. Ah, donc, bien sûr, qui contribuent, bien sûr. Et parfois, on a envie de la grande vision déjà, mais sans vouloir, comme tu dis, d'abord trimer un peu, à faire des trucs à gauche, à droite, qui sont en fait les fondations de la vision, parce que bien sûr. Tu mets les fondations, tu crées quelque chose, puis tu crées quelque chose au-dessus, tu fais autre chose, encore, et c'est là qu'après, quand tu te retournes, après si tu as persévéré, tu te retournes et tu peux voir, tu dis ah oui, mais non, en fait, j'avais fait des événements, puis maintenant j'ai une chaîne YouTube, puis maintenant j'ai ça, et maintenant, vu que ça tourne, je peux dédier du temps à quelque chose d'autre, et puis maintenant j'ai une collaboration là qui n'avait pas, que je n'aurais pas pu développer si j'avais pas tout le reste en dessous. Et donc en fait, c'est quand tu commences à faire le lien entre toutes les petites contributions que tu as déployées dans ton projet, que tu dis ah oui, ok, donc ça vaut la peine, ça prend du temps, effectivement. C'est les briques, hein. Oui, les briques, oui, tout à fait. Mais je trouve que ça te fait tellement plaisir quand tu développes que tu arrives à regarder derrière et te dire, ok, les briques apportent une visibilité, apportent des opportunités, etc. Et tu dis, bah oui, je fais pas ça pour rien. Non. Non. Et c'est clair. Et je trouve que pour son estime de soi, c'est aussi très beau parce que tu vois que tu continues à développer. Il n'y a pas de règles. Moi, je trouve que ça, c'est un des éléments qui, moi, m'a le plus aidé justement à gagner en confiance en moi, dans le sens dans mes compétences, c'est de faire plein de choses différentes. Juste parce qu'elles me plaisent ou quoi. Par exemple, je te disais, la vidéo, ça fait 3 ans que je suis à l'académie. Bon, évidemment, alors je fais pas des vidéos de ouf maintenant, c'est pas le but, mais entre ce que je peux délivrer maintenant, même si c'est toujours pas parfait, et les premières vidéos que j'ai faites, enfin, je veux dire,
ça n'a rien à voir, quoi. Ouais, non, tout à fait. Et je sais très bien qu'arriver au niveau de qualité que je vise maintenant, ça n'aurait jamais été possible si j'étais pas passée par toutes les étapes avant, en fait. Oui. Et après, ce qu'il y a aussi, c'est que dans les débuts, comme tu disais avec la perfection avec l'autre, ce qu'il y a, c'est que peu importe ce que tu fais, en gros, fais-le, en fait. Et c'est pas grave. Et moi, je m'étais pas imaginé, après la première année, que j'allais lancer un podcast. Jamais, je m'étais pas imaginé. Et en fait, ça m'est venu après. Mais au début, j'organisais des événements en présentiel. J'ai fait ça. Puis à un moment donné, je me suis un peu essoufflée. Donc j'ai dit, OK, mais qu'est-ce que je peux faire qui m'anime, qui est facile aussi niveau logistique, un peu plus facile, où je peux mettre mon temps ailleurs pour d'autres choses, pour développer d'autres branches. Et donc là, je me dis, OK, le podcast, j'ai essayé, j'ai aimé, OK, j'ai développé, mais c'était pas quelque chose que j'avais prévu. Et en fait, c'est petit à petit, t'avances et tu mets de l'énergie dans d'autres branches de ton activité et que tu es en train de créer ton arbre, en fait. Ah oui, donc, exactement. Créer un arbre, c'est ça. Mais le tronc, il est là, la thématique, et après, tu développes, en fait, et parfois, tu développes vers un cadre ou un autre, et après, tu laisses, la branche, elle est finie, et tu vas dans un... c'est vrai. Et puis voilà, mais après, c'est beau, parce que, en fait, tu as créé quelque chose qui prend de l'ampleur. Et c'est pas parce que t'arrêtes un truc que tu peux pas développer une autre branche, en fait. Mais ça, je trouve que c'est pas évident, parce que quand t'as une vision, t'as l'impression que c'est une route, en fait. Et que t'es obligé de faire tout sur la même lignée. Alors que je trouve que les jeux à l'art, ça parle mieux, en fait. Non. C'est même... Pour moi, pire qu'un art. En fait, des fois, tu vois des images, genre, tu vois... t'as point de départ, objectif, et tu dis, OK, c'est comme ça. Mais non, en fait, c'est ça, tu vois, c'est ça, avec un peu des retours en arrière, et puis tu vois. Ça me dérange un peu, on va dire. Des gens qui disent simplement, osez, faites le premier pas, il faut juste y aller, nanana. Ouais, mais enfin, il faut quand même se sentir solide pour y aller. Franchement, il faut s'en sortir capable. Si on se sent même pas capable de faire quelque chose, on va pas le faire. C'est plutôt pour celles qui ont envie, qui se sentent mal quand elles entendent il faut y aller, ose. Et moi, par exemple, j'ai une anecdote comme ça. Au tout début, je voulais avoir un site web, mais j'avais pas encore envie de dépenser beaucoup parce que j'étais pas sûre de la direction du projet. Et donc, je disais, OK, je vais essayer de bricoler moi-même, mais c'était quand même compliqué. Ça me prenait énormément de temps par rapport à ce que je voulais faire, un simple template. Du coup, j'ai trouvé une solution intermédiaire. Mais quelqu'un, un entrepreneur, m'avait appelé et m'avait passé un savon pas possible, disant mais non, ça c'est un budget que tu dois directement allouer, tu dois dépenser, pour ça tu dois pas perdre ton temps là-dessus. Il y avait toute une morale. Mais ça m'avait vraiment remis en question personnellement parce que cette personne savait mieux que moi comment il fallait faire et où je devais mettre mes priorités financières, c'était le site web et autres, que j'étais vraiment conne, si je peux dire, d'essayer de le faire moi-même et que ça ne devait pas être comme ça, etc. M'a descendu vraiment au point où j'étais vraiment en pleurs. Et de me dire, OK, je fais mal, j'entreprends, mais je fais mal en fait parce que c'est pas comme ça. Et si je veux réussir, le mot réussir est aussi très personnel, mais si je veux réussir, je dois faire comme cette personne et je devrais l'écouter. Et en fait, elle est en train de me dire que j'entreprends mal en fait. Et après, ce qui a été intéressant, c'est que j'en ai parlé avec une autre personne, un autre entrepreneur, et qui me dit, ben non, il me dit, moi, mon point de vue, c'est ça, ça, ça. Et là, je me dis, OK, donc en fait, ça m'a rassurée d'un côté, de me dire, OK, chacun développe ses activités comme bon lui souhaite, et il n'y a pas de vérité, en fait, sur où tu dois investir tes premiers sous, comment, si c'est la première année, la deuxième année que tu investis. Aujourd'hui, j'ai investi sur mon site web, OK, maintenant je l'ai fait, je suis très contente, mais j'avais une vision plus claire de ce que je voulais, et donc ça avait du sens. Et tu avais un budget pour le théâtre qui était plus... Tout à fait. Mais c'était pas le bon timing pour moi la première année, j'étais pas encore prête à dépenser là-dedans. Mais pour dire, oui, chacun on développe, mais on peut développer de différentes manières. Il n'y a pas une route pour l'entrepreneuriat. Et j'ai lu l'entretien de Fabien de Odoo dans l'Écho. Qui est donc le fondateur de Odoo. Oui, tout à fait. Et il disait également qu'au début, il se faisait conseiller différentes stratégies de développement de ses activités et qu'il ne voulait pas écouter et qu'il faisait à sa sauce.
Et qu'il s'est planté plusieurs fois, Ouais. mais qu'il a appris. Ouais, Et ouais. que je me dis, mais oui, ben, pareil, parfois t'as envie et t'as besoin de l'expérimenter pour dire, ok, c'est pas ça que je veux, ou Non, c'est pas c'est comme ça. ça, Ouais. ou de le faire différemment. T'as besoin d'expérimenter à mort, en fait. Ouais, complètement. Ça, et c'est pas grave. Je pense que si la motivation ou l'envie, la vision est plus longue, bah, tu te relèveras. Ok, c'est dur, parce qu'à chaque fois tu tombes et tu te relèves. Ouais. Mais après, l'ayant expérimenté, tu peux dire, ok, je l'ai fait, je le referai plus. Mais oui, il y a toujours des donneurs de leçons. Et c'est pas grave si tu as une vision long terme, tu as le temps. Hein. Niveau entrepreneuriat, j'ai plutôt vécu des moments d'entraide entre les collectivités d'entrepreneuses, etc. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ouais. Je te remercie beaucoup d'être venu. Comment on te trouve? Sur les réseaux, Ok. donc je suis vraiment active, principalement sur LinkedIn et Instagram. Mhm. Et j'ai une newsletter sur laquelle tout le monde peut s'inscrire sur le site web. Ok. Et également, je participe, je suis intervenante sur des événements en Belgique. Donc on peut aussi me suivre et participer à ce genre d'événements. D'accord. Ok, très bien. Et tu fais des podcasts aussi. Oui, et également, effectivement. Oui. J'interviewe des femmes qui sont actives dans le milieu de la blockchain et de l'intelligence artificielle, que je mets en ligne pour pouvoir explorer ce monde-là à travers l'angle que les femmes, leur angle à elles, en fait. C'est ça. Ouais. Ouais. Je mettrai tous les liens, Instagram, site web, etc. Si vous êtes intéressé d'en savoir un peu plus sur Further, le Web3, les cryptos, la blockchain, etc., etc. Merci à toi pour l'invitation, c'était super intéressant de faire cet échange. C'était très Et si chouette. ça peut aider certaines, avec plaisir. Et à la prochaine. Merci.